d'interdiction de la circulation de véhicules hors normes et hors gabarit, la dite mesure s'applique à merveille. Le constat est fait par le ministre en charge des transports à Koulibaly, à la frontière Mali-Guinée. Du 1er avril à nos jours, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 étaient hors normes. L'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, outille les conducteurs routiers des tricycles, des mototaxis et des agents de la police. Objectif, informer et sensibiliser ces chauffeurs sur le code de la route. La session a eu lieu à Gaï, Ségou et à Mopti. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette nouvelle. Le monde a les yeux rivés sur le Vatican. Ce samedi 26 avril 2025, de nombreux fidèles et personnalités publiques assistent aux funérailles du pape François. Le convoi comprenant le cercueil est arrivé à la basilique Sainte-Marie Majeure où le souverain pontife va être inhumé. Plusieurs fidèles ont été sélectionnés par des associations proches du Vatican pour rendre un ultime hommage au pape François. Des personnes pauvres, démunies ou encore détenues font partie de ce groupe. Une démarche souhaitée par François. Pour rappel, le chef de l'Église catholique est décédé à l'âge de 88 ans lundi dernier. Direction Koulouba, là-bas, une délégation conduite par le ministre en charge de la culture est venue remettre officiellement le rapport des États généraux de la culture au président de la transition, document stratégique pour le renouveau du secteur culturel. Les deux rapports contiennent des propositions qui serviront de feuille de route pour impulser une nouvelle dynamique dans les secteurs clés de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie et du tourisme. Le compte rendu est signé Garibou Pérou, Haruna Diara. Dans les mains, le ministre d'Affaires tient un document. C'est le rapport des États généraux de la culture tenu à l'échelle nationale. Il incline un peu la tête en signe de respect avant de remettre le document, fruit d'intenses consultations au président de la transition. Il marque l'aboutissement d'un vaste processus ayant mobilisé artistes, artisans, chercheurs, opérateurs culturels, institutions et partenaires. Le document dresse un état des lieux du secteur et propose des recommandations concrètes pour sa refondation. Nous avons présenté les 89 recommandations avec des grandes actions prévues qui vont participer à la refondation culturelle de notre pays. Ce document comporte la sémence et les germes pour vraiment bâtir, construire le nouveau Mali, avec des axes très très forts qui ont déjà connu un début de réalisation. Les grandes actions que je peux dire tout de suite parmi les 89, c'est déjà de travailler pour élever le budget du secteur de la culture et de l'artisanat à au moins 1%. Ça, c'est une recommandation très forte. Il y a aussi une recommandation de travailler sur les infrastructures, parce que qui parle de développement culturel parle de développement des infrastructures. Donc nous devons concevoir des cités, des infrastructures pour la diffusion, des salles de cinéma. Nous devons travailler par exemple sur un concept de Mollywood, un programme qui va réhabiliter la chaîne du cinéma au Mali, à l'instar de Nollywood et de Bollywood. Donc ça va être quelque chose qui va créer de la plus-value et dans une dynamique d'industrie de la culture. Le chef de l'État, en recevant le document en cette année de la culture, a salué l'engagement de tous les acteurs impliqués. Il a réaffirmé l'importance de la culture dans la construction d'une nation forte et réconciliée avec ses valeurs profondes. Nous avons vu un président de la transition ancré dans la tradition, dans les valeurs ancestrales, qui nous a donné beaucoup de conseils. Ce rapport est une étape décisive pour la relance du secteur culturel. Il servira désormais de base à l'élaboration de politiques nationales en matière de culture en phase avec les aspirations du peuple et les défis contemporains. À présent, notre dossier du jour, la mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est en marche. Le constat est fait par le ministre en charge des transports à Koulibaly, à la frontière Mali-Guinée. La mesure, faut-il le rappeler, est très importante pour la sauvegarde du réseau routier national qui se dégrade de façon précoce avec le poids qui dépasse les normes. Du 1er avril, début de l'application de la mesure, au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 2000 étaient hors normes. Un tour à Koulibaly dans les garages, c'est avec Sera Bachili et Taïb Adjabakoui.
sur les pas des transporteurs pour sauver nos routes et garantir la sécurité routière. Le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné du directeur général des douanes, vient constater l'effectivité de la mesure du gouvernement relative à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. Nous sommes à Kouré-Malé, à 120 km de Bamako, à la frontière Mali-Guinée. On est venu aujourd'hui, nous voyons que la mesure elle est effective parce qu'au niveau de tous les postes frontaliers du Mali, tous les véhicules qui ne sont pas dans les normes ne peuvent pas circuler sur les réseaux. Donc vous voyez les véhicules que nous venons de mesurer tout de suite à peu près une longueur de 23,80. Donc quand vous regardez au niveau de Bamako, pas Bamako seulement, même sur les corridors, vous voyez que ces véhicules lourdement chargés, hors gabarit, constituent un danger sur les infrastructures routières. L'État stoppe donc le danger de disparition du patrimoine routier avec la dégradation progressive des infrastructures qui ne supportent plus les poids et les hauteurs de ces véhicules gros porteurs. Goudron, caniveaux, échangeurs, passerelles, le constat est sans équivoque. Ces équipements pratiquement sont tous touchés. Les caniveaux qui drainent le long des axes routiers, quand ces véhicules-là s'achonnent, obligatoirement les bajoyers de ces caniveaux s'effritent. Et ensuite, sur les routes, nous avons installé des portiques. Et des portiques, quand vous constatez, pratiquement tous les portiques sont cassés. Et au niveau des axes routiers urbains aussi, nous avons des échangeurs. Et si vous regardez au niveau du viaduc de Yirimadjo, moins d'1 an, quand le viaduc a été mis en service, on a constaté que les poutres des rives sont cassées. Au niveau de Sogoninko, si vous regardez la passerelle qui est là-bas, la poutre des rives aussi est cassée jusqu'à ce que les armatures qui sont dans les bétons sont à ciel ouvert. Quand vous regardez sur l'échangeur au niveau de la cité administrative, tous les portiques qui sont sur l'échangeur, pratiquement tout est cassé. Donc c'est ce qui nous a poussé à prendre cette décision. La bonne mise en œuvre de la mesure engage donc tous les acteurs avec les transporteurs en première ligne et tous les services techniques des départements en charge des transports et de l'économie pour le suivi. Les avantages sont aussi économiques avec l'amélioration de la recette douanière. 1 km de goudron coûte excessivement cher et il est fait sur la base des normes établies, sur la base d'une certaine quantité, en tout cas de marchandises que les camions doivent contenir. Une fois que ces normes ne sont pas respectées, donc nous allons avoir les goudrons qui seront très vite usés et cela va nécessiter encore beaucoup plus de dépenses. La deuxième chose, c'est que la douane également, dans la recherche des recettes et dans l'efficacité, ne pourra pas avoir toute la mesure des marchandises qui arrivent et ne pourra pas avoir les meilleures positions tarifaires appliquées. Et la troisième chose, c'est que tous les investissements que nous avons faits en termes de CET, c'est-à-dire le scanning des camions, souvent les gabarits des camions sont tels qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans les installations prévues pour le scanning. Toutes choses qui font qu'on risque d'avoir des déperditions de recettes, on risque d'avoir de la fraude. Et également, même si les douaniers veulent monter sur ces camions pour évaluer les choses et pour avoir des écorts, c'est souvent très très compliqué. Nous allons instaurer ce qu'on appelle l'escorte douanière, puisque c'est des véhicules hors normes, hors gabarit. Donc ils seront escortés jusqu'au niveau des bureaux de destination. Et entre-temps, toutes ces cargaisons vont passer par les scanners qui sont sur les plateformes douanières. Donc, il y a un premier niveau de suspicion qui constitue le hors gabarit ou hors norme, mais il y aura un deuxième niveau de suspicion qui va être confirmé ou infirmé au niveau des scanners. Donc, tout cela mis ensemble, et les véhicules sous escorte douanière jusqu'au niveau des bureaux de destination vont être pris en charge au niveau des bureaux de destination. Et nous avons donné des instructions de traiter ces véhicules-là conformément à la réglementation en vigueur. Du 1er au 21 avril 2025, plus de 8000 véhicules ont été contrôlés et plus de 1600 étaient hors normes et remis à la douane. Les propriétaires, avec l'aide des garagistes spécialisés dans la carrosserie, procèdent à des modifications des véhicules pour transporter les marchandises d'une centaine de tonnes. Le mal est profond, il faut le guérir à la source.
Nécessité de suivre dans les détails la mise en œuvre de la mesure. Après Kourémalé, le directeur des transports Mamadou Sow fait le tour des garages qui font ce travail. Ici, c'est Sougoninko, en commune 6 du district de Bamako. Nous avons un camion de Tchamanébé. Nous avons marché fla qu'on sort. Nous avons fait dimension normale. 16 mètres 50 fois. Donc, tolérance 17 mètres. On est tolérance à Direkira. Donc, on a une dimension 17 mètres. Parce que on va y aller avec un coup de coloro qui est de manière qu'on a guidon qui est bon. Donc, on a essayé de d'abord dans la zone. On est à la d'une côté là. On est bas en taquet. Voilà. Bon, moi aussi, ça me dit. Dans une nouvelle phénomène, on a préféré directement quand on a mon bla mis demandé là comme 16 mètres et demi. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, on a bien hacké la chananga na fabul là. Na banga hacké là, anga na fabul là. Donu me soro. Bon, vraiment pour l'homme tu as témoin lui 5. Mais quand c'est plus malgré ce tour dans les garages permet non seulement d'évaluer l'application de la mesure, mais aussi et surtout de sensibiliser les soudeurs qui réadaptent les carrosseries à la surcharge. La mesure est en bonne marche, non seulement dans les garages à Bamako, mais aussi dans les régions. Nous avons connaissance que même des équipes de coupe ont été déplacées à Kourémalé, à Diboli, à Mainamine, à Azegwa, pour que les véhicules qui sont déjà vides puissent être coupés et mis dans les normes. Aujourd'hui, c'est quand même la preuve évidente que l'application, quand même des difficultés ont été recensées par-ci par-là, quand même des transporteurs, certains transporteurs n'ont pas adhéré, la majorité a compris qu'il faille impérativement aller mettre les véhicules dans les normes afin de répondre à ce que l'État a demandé, qui est conforme à ce que la communauté ouest-africaine souhaite. La mesure d'interdiction de la circulation des véhicules hors normes et hors gabarit est un soulagement pour les riverains de certains quartiers de Bamako, comme Sébenikoro, Samé et Nyomirambougou. Pour eux, c'était l'incertitude et l'inquiétude au quotidien. Moliba wina teme korok mareba ku abna biyere sigilenga tellement mobili falen wa ferenti gelo ne na sigilen soro kuma be sira ne mo dama be sa ngona gatane do ka jan yere di ak ka jan wa falen be kay fu be to ka jenga jenga mo de bu ma on ka kosobe ka kunge moliba ba de lay quoi parce que wati be moliba be serger et puis il va se dober fana we il me ku ba fina hage mi do fara bunyaka adolita doni mi chaya ko du e me kuma onu sa do vraiment bla boni tra bla we va so tuma tama o be ka sala e mo be sa wati be tranika isi le prada yon ka no ni me mo do sare ko e me go afaka. La mesure d'interdiction des véhicules gros porteurs est conforme au règlement numéro 14 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il est relatif à l'harmonisation des normes du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport. Le respect des mesures édictées est une obligation. L'application de cette mesure est effective sur tous les corridors du pays. La rigueur reste de mise pour l'image du Mali. Quelle démarche à suivre pour vivre et travailler en Allemagne? La question est au centre d'une session organisée par Gate Institute du Burkina Faso en partenariat avec le Centre culturel germano-malien. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Pré-intégration Vivre et Travailler en Allemagne. Elle vise à orienter les différents candidats à opter pour la voie légale pour immigrer. Le point c'est avec Aïssata Salou Maïga et Yaya Kone. En initiant cette rencontre à l'intention des étudiants et des jeunes maliens, Goethe Institut du Burkina Faso en partenariat avec le Centre culturel germano-malien entend mieux les informer et les sensibiliser sur la migration légale en Allemagne. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Pré-intégration Vivre et Travailler en Allemagne vise à préparer les potentiels candidats et faciliter le processus d'immigration et d'intégration en Allemagne. Nous sommes à Bamako dans le cadre des séances d'information qui visent à informer largement le public de Bamako donc sur les différentes offres du projet. Pour ceux qui sont pratiquement prêts
Donc pour les séjours, les voyages en Allemagne, nous mettons des multiplicateurs à profit. Donc pour les préparer de sorte à ce qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la société allemande. L'objectif de cette rencontre, c'est de préparer les étudiantes et les étudiants et tous ceux qui veulent émigrer vers l'Allemagne, de les informer sur les différentes potentialités, sur les différents défis qui les attendent et sur les différentes informations de la vie en Allemagne. Ce projet innovant a déjà fait ses preuves au Mali car il offre chaque année des bourses aux étudiants maliens et aux professeurs de la langue allemande des écoles partenaires du Mali. Au Burkina, nous avons 3 écoles partenaires et au Mali, 2 écoles partenaires qui sont le collège Notre-Dame du Niger et le lycée Fili Dabo Sissao. Et chaque année, il faut noter que nous offrons des bourses à des élèves, les meilleurs élèves de nos écoles partenaires. Il faut noter que le programme Vivre et Travailler en Allemagne offre des conseils, des sciences d'information, des cours de coaching et des formations sur les réalités en Allemagne. Célébration de la journée internationale de la langue anglaise au Mali. Chaque 23 avril, le monde célèbre la journée. Au Mali, l'ambassade du Royaume-Uni et Irlande du Nord ont saisi cette occasion pour organiser une série d'activités pour non seulement promouvoir la langue anglaise, mais aussi les liens culturels entre le Mali et le Royaume-Uni. Reportage signé Ibrahim Kaou Konaté et Abdoulaye Samake. Instituée depuis 1946 par les Nations Unies, cette journée a été marquée par une projection du film sur le parcours de William Shakespeare, figure emblématique de la littérature anglaise, et un panel sur l'éducation. Ces activités sont organisées par l'ambassade du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord au Mali. Pour célébrer la langue anglaise et pour améliorer l'accès des possibilités d'apprendre la langue anglaise, pour stimuler les peuples d'apprendre et pour connecter les personnes et les peuples mondialement. L'occasion était bonne pour l'ambassade du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord au Mali de réunir les anciens boursiers, la communauté des anglophones du Mali, la société civile ainsi que les écoles bilingues au Mali. Cette journée est très importante et symbolique parce que ça renforce davantage le partenariat avec l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali, qui est un partenaire historique et important pour notre pays. La Journée internationale de la langue vise à promouvoir le multilinguisme, la diversité culturelle et surtout sensibiliser sur l'histoire et l'universalité de la langue anglaise. Écho de nos régions à présent, l'Agence nationale de la sécurité routière forme les conducteurs routiers des tricycles, des mototaxis et des agents de la police. La session a eu lieu à Kaye, Ségou et Mopti. Le code de la route et la bonne conduite sont les sujets. Retrouvons nos reporters à Mopti avec Mahamoudou Ouedrago, Ségou Amidou Diallo et Kaye Issa Diakiti. Informer et sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route, c'est l'objectif de cette session de formation qui a regroupé une cinquantaine de chauffeurs et de conducteurs routiers, de tricycles et de mototaxis. 3 modules leur seront dispensés au cours de cette formation, à savoir la vulgarisation sur le nouveau code de la route, le nouveau barème des amendes forfaitaires et la sécurité routière. Aujourd'hui au Mali, il n'est caché de personne. En réalité, nous avons un problème d'infrastructure routière, mais la plupart des accidents au Mali sont dus au comportement humain. Notre activité de cette matinée rentre dans la poursuite de l'exécution du programme d'activité 2025 de l'Agence nationale de la sécurité routière. Les chauffeurs et conducteurs routiers sont censés être les acteurs majeurs du trafic routier. Donc aujourd'hui, cette formation, c'est à l'endroit bien sûr de ces chauffeurs et conducteurs routiers. Cette série de formations organisée à l'intention d'une cinquantaine de conducteurs routiers, de tricycles, de mototaxis et d'une quarantaine d'agents de police par l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER fait suite à la recommandation prise par Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Cette formation sur la sécurité routière s'adresse à une cinquantaine de chauffeurs de transport en commun. Une formation initiée par l'ANASER,
l'Agence nationale de la sécurité routière. À travers cette initiative, l'agence invite les conducteurs à respecter le code de la route. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des chauffeurs, les chauffeurs et conducteurs routiers, afin de réduire considérablement les accidents de la circulation routière, surtout en milieu interurbain. C'est des gens qui sont vraiment impliqués dans les accidents, surtout appeler aux chauffeurs de rester prudents, vraiment de penser à la responsabilité qui les incombe. Au cours de cette séance, ces conducteurs sont formés également sur des gestes de premier secours en cas d'accident. La formation est très importante, très content. Vu la manière dont on a commencé, moi je ne connaissais pas beaucoup de choses en matière de sécurité. Bon, je commence un peu à comprendre. Je veux que la formation soit continuelle. Cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la semaine routière va concerner aussi les gendarmes et les policiers. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, renforce les capacités des conducteurs et chauffeurs dans plusieurs régions et du district de Bamako. L'étape de Mopti concerne une cinquantaine de chauffeurs et conducteurs. La session a pour objectif de sensibiliser et à lutter contre les accidents de la circulation routière. Nous avons initié cette formation pour outiller et former nos conducteurs routiers d'amoindrir les accidents, parce que c'est le souhait de nos autorités. Nous, à l'antenne régionale de Mopti, nous souhaiterons faire 0 accident avec cette formation des conducteurs. Cette formation vient à point nommé. Les accidents de la circulation routière deviennent de plus en plus inquiétantes dans la Venise malienne, au dire des autorités de la région de Mopti. Cette formation que je place dans le cadre des échanges, les chauffeurs ont besoin d'être au courant de l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est 3 domaines. Le domaine des textes législatifs et réglementaires. Un nouveau code de la route a été mis en vigueur. Et ensuite, les infrastructures routières évoluent. Vous êtes témoin des chantiers routiers qui se trouvent actuellement dans la région de Mopti, et particulièrement dans la commune urbaine de Mopti. Et aussi, les véhicules, les technologies des véhicules évoluent. Aujourd'hui, on est dans un système de moto-taxi, c'était d'abord les tricycles, ainsi de suite. Donc, les modes de transport évoluent. Des démonstrations de simulation sur le sauvetage des accidents ont couronné la présente session de formation des chauffeurs et conducteurs à Mopti. La région de Tombouctou compte désormais 2 comités des femmes utilisatrices des services de santé. Ces comités pilotes ont été mis en place par la FENASCOM et à travers la FENASCOM dans les secteurs de Direy et de Tombouctou. L'objectif de ces comités est de contribuer à la mobilisation des femmes autour des activités des SESCOM et de leurs localités respectives. Reportage signé Najim Baba Sissé, Mahmoudou Askoufari. Après la mise en place du comité des femmes utilisatrices des services de santé de Direy, c'est au tour de celui du SESCOM de Belafarandi d'accueillir les responsables impliqués afin de s'imprégner de ce nouvel outil qui vient appuyer les ASACO dans leur mission de mobilisation autour des activités des centres de santé communautaires, à savoir les vaccinations, les consultations prénatales, la nutrition, l'assainissement, pour ne citer que celle-ci. C'est une approche qui s'est beaucoup développée vers les sites, mais pour le cas de la région de Tombouctou, c'est une première qu'on veut expérimenter. Et c'est des sites pilotes, en quelque sorte. D'où on a choisi les SESCOM de Belafarandi et Direy Central. Ça aussi s'inscrit dans le cadre des activités du projet FBR. On l'appelle le financement basé sur les résultats. Après avoir expliqué brièvement l'importance du CEFU au sein des SESCOM, les responsables et acteurs se réjouissent de la mise en place d'un tel organe. Nous sommes vraiment satisfaits parce que ça motive notre engagement. Ça motive l'implication aussi des membres, comme je l'ai dit, de l'ASACO. Et l'implication du personnel sanitaire. Également le développement des communautés. Nous faisons un plaidoyer auprès de Dieu, le Tout-Puissant, pour que cela soit une réussite. Le CEFU de Belafarandi, tout comme celui de Direy Central, se compose de 18 membres pour un mandat de 3 ans. Ces membres seront formés afin de mieux jouer leur mission et établir un plan d'action pour amorcer leur activité dans un bref délai.
Le CESCOM de Sibi vient d'être doté d'une ambulance médicalisée. Les dons et le fruit des efforts de certains ressortissants de Sibi et résidant en Europe. L'engin roulant doit permettre de prendre vite en charge les cas d'évacuation et du coup sauver des vies. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Sibi, Bokari Koulibaly et Aloubé Koné. Le problème d'évacuation sanitaire des habitants du cercle de Sibi est désormais inscrit dans le registre du passé. Les ressortissants de Sibi résidant en Europe viennent de faire don d'une ambulance médicalisée à la localité. Depuis plus d'une décennie, Sibi était à la quête d'ambulance. On ne peut que se réjouir, se féliciter et remercier le bon Dieu à la population de prendre soin de cette ambulance et de l'utiliser à bon escient. Situé à 48 km de Bamako, Sibi compte plus de 12 000 âmes. L'acquisition de cet engin roulant va contribuer à renforcer les plateaux techniques du CESCOM et du coup sauver des vies. Même étant ici, j'ai eu à référer des malades pour aller à Bamako. Imaginez si on n'avait pas 2 ambulances, une seule ambulance était vraiment insuffisante, insignifiante. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très content. Ces ambulances sont les fruits de la coopération, de l'engagement et de la vision partagée de ceux qui croient en un avenir meilleur pour tous sans distinction. Que ces ambulances soient un symbole de vie, d'espoir et de progrès. Cette action posée par les enfants de Sibi est également une invite aux ressortissants de d'autres communes à œuvrer pour le bien-être de leur localité. Les étudiants de l'université Kankou Moussa volent au secours des femmes fructueuses du centre Oasis et du service psychiatrie du centre hospitalier du Pont-G. Ils se sont rendus ce jeudi à ce centre où ils ont procédé à un don de vivres et de non-vivres. Le point c'est avec Dossé Babadjara et Lassine Diabati. Ils sont tous étudiants en médecine à l'université Kankou Moussa à avoir pris l'initiative d'accompagner les femmes fistuleuses du centre Oasis et les services de psychiatrie de l'hôpital du Point-G. Ainsi, ces futurs acteurs de la santé se sont bâtis pour collecter des fonds afin de pouvoir apporter leur soutien aux malades de la fistule. C'est essentiellement les vivres et aussi ce sont les habits voilà, dont on a offert. C'est une manière franchement pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice. Il est vraiment de notre devoir vraiment de penser à ces personnes qui sont souvent laissées pour compte par la société. La fistule est une maladie qui intervient le plus souvent après l'accouchement. En traitement dans ces centres, ces femmes ont le plus souvent des difficultés à subvenir à leurs besoins. Les vivres que les étudiants ont apportés vont permettre à des personnes qui viendront en hospitalisation, si elles n'ont pas le moyen de se nourrir, il y a une cuisine que nous faisons et cette cuisine-là peut au moins les permettre de tenir un temps pour être disponible à prendre les soins pendant l'hospitalisation. Après les centres Oasis, les étudiants se sont dirigés vers les services de psychiatrie qui a lui aussi reçu un don de leur part. Les étudiants, la médecine, en fait c'est nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'encore si les jeunes ont eu vraiment cette idée de soutenir un centre Oasis, là où les femmes sont en difficulté, ensuite le centre psychiatrique, là aussi où les malades sont en détresse psychologique, vraiment on ne tient qu'à les remercier. Cette initiative des étudiants de l'université Kankou Moussa est à sa 2e édition et les autorités sanitaires du CHU-Pongé souhaitent voir se multiplier ce genre d'initiatives. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.